Nous sommes le vendredi 26 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver encore ce matin, merci d'être des nôtres. Oui, fin de la livraison du courrier à domicile, bien qu'un peu partout au pays, depuis quelques dizaines d'années, ce sont surtout des boîtes postales qui sont construites, mais il y a encore des gens qui reçoivent leur courrier à domicile. Et hier, le ministre Lightbound du gouvernement, Mark Carney, a annoncé la fin, entre autres, de la livraison du courrier à domicile. Il y a également la fermeture possible à venir de plusieurs bureaux de poste dans certains milieux ruraux. Ça fait pas l'affaire de bien des gens. Le gouvernement dit on n'a pas le choix, étant donné la situation financière à Poste Canada. Mais là, on a appris hier en début de soirée que le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes riposte aux mesures d'économie du gouvernement et déclenche une grève. Donc, on va faire le suivi sur ce dossier avec mon collègue Jean-Philippe Robillard qui sera avec nous un peu plus tard. Comme c'est vendredi, c'est Alexandra Chatska qui sera avec nous pour sa chronique européenne, d'actualité européenne. Et elle va nous parler de la réaction en Europe de ces déclarations de Donald Trump. Vraiment un changement de discours de la part du président américain. Vous l'avez sans doute entendu à l'ONU, mais surtout ce qu'il a dit au président Zelensky lors de sa rencontre en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York. C'était essentiellement de dire que maintenant, l'Ukraine pourrait gagner, reprendre le territoire perdu depuis l'invasion de la Russie et même en gagner davantage. Donc, il y a eu aussi ces drones, ces avions qui ont volé au-dessus de certains pays européens. Alexandra Chatska sera avec nous pour faire le point là-dessus un peu plus tard à la fin de l'émission. Pour tout de suite en studio, je vous confirme que Véronique Mérand a eu son passeport. A quitté. Bonne nouvelle. Elle est en route pour l'Europe. Elle avait un voyage. Donc, c'est Aurélie Gérard qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour Mathieu. Alors, les prévisions de la météo, évidemment, on veut savoir ce qui nous attend aujourd'hui. Et pour la fin de semaine, je pense que la pluie va faire de la place au soleil dans les prochaines heures. Exactement. Aujourd'hui, c'est une journée qu'on pourrait dire de transition, en quelque sorte, pour plusieurs régions du Québec aujourd'hui. Mais c'est une belle fin de semaine qu'on a là, à l'avant de nous. Et même pour les jours suivants, le week-end, ça va être des belles journées, du soleil, des températures plus élevées que... Oui, c'est ça, du temps doux, exactement. Donc, Montréal, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Outaouais, Montérégie, donc dans les environs, là, risque d'y avoir peut-être un peu de brouillard ce matin et aussi pour la nuit prochaine là, dans certains secteurs, notamment Lanaudière, Laurentides, Estrie. Les températures maximales aujourd'hui, on va tourner autour de 22 degrés. Donc, comme vous disiez, là, ça va être assez doux. Il va y avoir du vent aussi. On le sentait un peu ce matin, hein, les feuilles, quand on arrivait là, à la station, on sentait le vent, 20 à 40 km/h aujourd'hui pour Montréal notamment. En fin de semaine, ça va être du soleil, température très douce. On va même atteindre le 26 à Montréal dimanche. Donc, Mauricie, centre du Québec, capitale nationale, ça va être un peu plus nuageux aujourd'hui. 60% de probabilité d'averse en après-midi pour Québec, par exemple. Mais les températures vont être aussi douces à ces endroits-là, pardon. Et puis, graduellement, là, les nuages vont s'estomper. Le banc de nuages, actuellement, là, il est à peu près à la hauteur de cette île. Donc, la pluie qu'on a eue, nous, hier, c'est à peu près à la hauteur de cette île, Anticosti, la fin de la Gaspésie. Donc, on voit que les nuages sont complètement là, en train de se tasser, de bouger vers l'est. Donc, la pluie au niveau de l'est du Québec, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, ça va se terminer dans le courant de la journée. Les nuits là-bas commencent à être un peu froides. Hein? Il y a des minimums de 5, 6, 8 pour la nuit prochaine, mais on va toujours être autour là, d'un maximum de 15 à 18 degrés. Donc, beau week-end pour l'est du Québec aussi. Là, en résumé, ça va se dégager aujourd'hui pour le Québec. Pour les autres régions, donc pour l'Ontario, ça va être aussi une journée pour Ottawa, par exemple, qui va être nuageuse, des températures douces là aussi. Toronto, Thunder Bay, le soleil est présent. Dans les prairies, les nuits sont un peu froides, mais c'est aussi le soleil qui prime un peu partout dans le reste du pays, sauf pour la Colombie-Britannique. En fait, on va avoir des températures qui vont être assez douces. Ça va tourner autour de 20 degrés aujourd'hui et pour la fin de semaine aussi, malgré des nuits un petit peu plus froides. Là, par exemple, Saskatoon, on a du 5 degrés, 3 degrés à Regina là, pendant la nuit. Mais voilà, donc mis à part la Colombie-Britannique où on va avoir un peu de pluie là, pour la fin de semaine et pour les prochains jours, ça va être du soleil un peu partout
partout. Et aujourd'hui, journée de transition, donc on reste un peu là, dans cette alternance de soleil-nuage, ciel variable, mais tout ça avec des températures assez douces. Parfait, ça va être une belle fin de semaine. On va en profiter. Merci beaucoup, Aurélie. On va aux pommes? Oui, entre autres, si vous voulez. Oui, c'est pas obligé. Non, c'est ça. Activité libre, moi, je dirais. Moi, je vais être dans les arénas au hockey avec mes enfants. Ça va ressembler à ça. Merci beaucoup, Aurélie. Parlant d'hockey, tiens, Olivier, bonjour. Sortie décevante pour le Canadien de Montréal hier face aux Maple Leafs de Toronto. Défaite de 7-2. Un camp préparatoire ne peut pas être parfait tout le temps. Ça peut pas toujours être beau. Hier, c'est quoi l'équipe qu'il y avait sur la glace pour Montréal? Est-ce que c'était proche d'être l'équipe finale ou on est encore en phase des essais? On fait encore des essais. On avait le premier et le deuxième trio. En fait, ce qu'on identifie comme étant potentiellement le premier et le deuxième trio du Canadien qui était sur la patinoire hier avec Nick Suzuki, Cole Caulfield. Il y avait Juraj Slavkovski. Pour le deuxième trio, on retrouvait entre autres Ivan Demidov, Patrick Laine et Kirby Dach qui disputait son premier match. Donc, on se disait, ça va produire. On aura quelque chose de beau à se mettre sous la dent. Et c'est défensivement, finalement, que le bas blesse pour le match d'hier. Et surtout, là, lorsqu'on parle de production offensive, on regardait les canons du Canadien alors que les Maple Leafs de Toronto sont arrivés à Montréal avec une équipe B. Et lorsqu'on regarde au chapitre des tirs, il y en a 13 au total pour le Canadien de Montréal en trois périodes. Et surtout, à 5 contre 5, seulement 4 tirs. En 60 minutes de jeu pour le Canadien de Montréal. C'est très peu. Donc, il y avait peu à se mettre sous la dent. Une défaite à oublier, une déception aussi pour Martin Saint-Louis qui aurait espéré mieux, surtout comme des rivaux comme les Maple Leafs de Toronto. Les rivalités Montréal-Toronto, plus besoin d'écrire ce que ça représente. C'est supposé justement générer un peu d'excitation. Je pense qu'on était à sec hier. On écoute Martin Saint-Louis. Je trouve qu'il y avait plus d'énergie, plus d'effort et tout. C'était pas une bonne game pour nous autres. Je regarde notre camp. Je trouve qu'on a... C'est la première journée que je peux dire que je suis déçu. Jusqu'à date, je peux dire que on a du gros engagement. Ce soir, c'était moyen. C'est soit sûr que c'est une fois que tu continues pas à répéter ça. Là. Et hier, il faut noter aussi que la brigade défensive a été amochée durant la rencontre. Noah Dobson n'a pas complété le match. David Randbacker sera sous évaluation, blessé hier. Donc ça aussi, c'est peut-être un petit point d'interrogation pour Martin Saint-Louis. Celui qui est ressorti, selon son entraîneur-chef, c'est Mike Matheson, qui a été très utilisé hier, presque 25 minutes de jeu pour un match préparatoire. Ça commence à faire beaucoup de minutes. Et pour Mike Matheson, il y avait une question d'honneur aussi dans la rencontre d'hier. Que ça soit le premier match de la saison aussi. Il y a encore 20 000 personnes ici qui viennent payer beaucoup d'argent pour nous voir jouer. Donc, c'est sûr que je pense à ça beaucoup. Conscient de la foule, puis des gens qui paient pour aller voir ça. Il y avait des gens là-bas. Yeah. OK, fin de semaine importante pour le programme canadien de rugby en terminant. Parce qu'elle dispute la finale de la Coupe du monde demain à 11h en Angleterre contre l'équipe locale, les Anglaises. Elles ont battu les Canadiennes en demi-finale, les Néo-Zélandaises qui étaient championnes en titre pour se pointer dans cette finale, deuxième finale de l'histoire du Canada, et on est à la recherche d'un premier titre en Coupe du monde. Les Canadiennes sont deuxièmes au monde, les Anglaises trônent au sommet, et ce sera toute une rencontre. Hier, on a fait présentation des joueurs. On conservera l'alignement de la demi-finale, donc pour que tout le monde soit bien aguerri pour ce match. Et bien sûr que les joueuses sont conscientes de l'enjeu, mais surtout très excitées d'avoir cette occasion de disputer cette finale et d'avoir une chance d'aller mettre la main sur la Coupe du monde. Gros match en vue. Merci beaucoup. Un plaisir. Bonne journée, bonne fin de semaine. À la une des différents quotidiens ce matin, commençons par le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui titre « Elle ne parle pas mieux français » en parlant de la gouverneure générale du Canada. Le journal, donc, qui a eu des informations sur les coûts de ce que ça a coûté aux contribuables pour les cours de français depuis le début du mandat de la gouverneure générale. 50 000 $ en cours de français, un peu plus de 50 000 $ selon ce qu'a indiqué au bureau d'enquête de Québécois, le bureau de la gouverneure générale, qui souligne que c'est plus que le revenu moyen après impôt des particuliers au Québec. Les résultats de cet investissement sont minces, écrit le journal. Mercredi, la représentante du roi Charles III a baragouiné, c'est ce qu'écrit le journal, 38 mots en français dans un discours
d'un peu plus de 3 minutes lors d'une cérémonie à Ottawa. On y constate que même lire des phrases écrites et préparées d'avance demeure un défi pour elle. Elle qui est âgée de 78 ans, qui dit que son bureau dit, écoutez, c'est pas facile nécessairement d'apprendre le français, une nouvelle langue à cet âge. Donc, article du Journal de Montréal et du Journal de Québec là-dessus. Et on parle dans ces deux quotidiens ce matin des intentions de vote au municipal. On est en pleine campagne électorale municipale au Québec. Intentions de vote, un sondage donc qui a été mené par Internet à Montréal et à Québec, là, dépendamment des régions, évidemment, du 15 au 21 septembre, auprès de 500 personnes avec une erreur de plus ou moins 4,38 19 fois sur 20. Et à Montréal, ce que l'on voit, c'est que c'est Soraya Martinez-Ferrada d'Ensemble Montréal, qui est actuellement le parti de l'opposition, qui est en avance à 20 %. Mais ce qui retient l'attention, les gens qui ne savent pas encore pour qui voter, 48 % selon ce sondage. Et lorsqu'on va à Québec, c'est le maire actuel, le maire sortant, Bruno Marchand, qui est en première position avec 27 % des intentions de vote, suivi de Sam Hamad avec 20 %. Mais encore là, le nombre de gens qui ne savent pas pour qui voter, 27 %. Donc, c'est autant de gens qui se disent qu'ils vont voter pour Bruno Marchand que de gens qui disent qu'ils ne vont pas voter. Donc, c'est à lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Quant aux priorités des électeurs, toujours selon ce sondage, c'est pas mal la même chose dans les deux villes, c'est-à-dire le coût des loyers, l'accession à la propriété et également l'itinérance. En une de la presse de ce matin, le traitement choc fait mal. Plus de 3000 emplois ont été supprimés dans la fonction publique québécoise au cours de la dernière année. Ces compressions ne se font pas sans heurts et préoccupent même des fonctionnaires. On peut lire, entre autres, qu'à la CNESST, on redoute des ruptures de service. C'est ce qu'a écrit la PDG de la CNESST, Anouk Gagné, dans un courriel que la presse a obtenu. Donc, des inquiétudes quant aux services qu'on est en mesure d'offrir aux citoyens, étant donné ces coupures. Également, dans la presse, débâcle à un demi-milliard de dollars pour les contribuables. Ce sont les journalistes Julien Arsenault et Hugo Jonca qui nous parlent d'un autre méga-projet en matière de transition énergétique qui risque de finir en queue de poisson et qui pourrait coûter plus d'un demi-milliard aux contribuables. Recyclage Carbone Varennes est en voie d'être racheté pour des miettes par une entreprise canado-américaine. Les détails sont à lire dans la presse de ce matin. Dans le Devoir, on parle de l'intérêt national face à la santé du fleuve. Vous savez qu'il y a un projet pour l'administration portuaire de Montréal de lancer le plus gros chantier industriel des dernières décennies au Québec, un méga projet portuaire à contre-cœur. Le journaliste Alexandre Schill du pôle environnement du Devoir est allé naviguer dans ce coin-là pour constater l'état des lieux. Donne la parole également à des gens qui sont opposés au projet, qui disent, écoutez, juste en face, il y a des îles, les gens ne peuvent pas y aller, ne peuvent pas en profiter pour protéger la faune, protéger la flore. Et là, on veut construire cet immense port tout près. Donc, c'est à lire dans Le Devoir, qui a également parlé à la mairesse de Contrecœur. Elle dit, elle, que l'arrivée du méga projet est donc dans cette petite municipalité, ça ne l'inquiète pas. À lire donc dans Le Devoir de ce matin. Et sinon, dans le Globe and Mail en une, évidemment, partout, les unes sont surtout consacrées, je vous dirais, à Poste Canada, à ces coupes annoncées hier, cette vaste transformation de Poste Canada et la grève qui a été déclenchée, grève nationale en fin de journée hier. Mais dans le Globe and Mail, j'attire votre attention sur un article qui parle de ce qui se passe aux États-Unis, le département américain de la justice qui a inculpé hier l'ancien directeur du FBI, James Comey, à couteau tiré avec le président Donald Trump. Des chefs d'accusation de fausses déclarations et entrave à une enquête du Congrès ont été déposés contre cet homme-là, qui, je vous le disais, a été une relation tendue avec Donald Trump. Donc, ça inquiète sur le plan de la justice aux États-Unis. Détails, entre autres, dans le Globe and Mail de ce matin. Alors, les 55 000 travailleurs de Poste Canada qui ont déclenché une grève nationale. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Donc, un débrayage après cette annonce de la réforme en profondeur présentée par le gouvernement Carney. Les syndiqués s'opposent à ce qu'Ottawa a annoncé. Oui, le gouvernement qui a annoncé toute une série de mesures pour que la société d'État, Mathieu, fasse des économies, retrouve le chemin de la rentabilité, parce qu'en ce moment, Poste Canada perd 10 millions de dollars par jour. Au cours des 7 dernières années, elle a accumulé un déficit de 5 milliards de dollars. Alors,
Au gouvernement fédéral, on veut stopper l'hémorragie. Parmi les mesures qui ont été annoncées, il y a la fin de la livraison quotidienne du courrier à domicile. C'est donc le retour de l'installation des boîtes communautaires. Mais il faut mentionner qu'il y a déjà le 3/4 c'est entre autres mon cas, le 3/4 des Canadiens qui reçoivent maintenant leur courrier de cette façon-là dans une boîte postale. Avec cette mesure-là, le gouvernement, Poste Canada, espère économiser près de 400 millions de dollars par année. Autre mesure, c'est la fermeture de bureaux de poste en milieu rural et la livraison par voie terrestre plutôt que par avion pour le courrier non urgent. Ça, c'est une mesure, là, Mathieu, qui va permettre à Poste Canada d'économiser 20 millions de dollars par année. On écoute le ministre fédéral des Services publics et de l'approvisionnement, Joel Lightbone. C'est lui, hier, qui a annoncé ce plan de transformation de Poste Canada. Poste Canada est une institution qui mérite d'être sauvée. Je ne pense pas avoir le loisir d'attendre beaucoup plus longtemps. Poste Canada est un service essentiel. C'est une institution qu'il faut sauver. Il y a deux options. Soit qu'on continue de renflouer les coffres de Poste Canada, d'injecter des sommes toujours plus importantes au cours des prochaines années, soit on agit maintenant, on investit dans la transition, dans la transformation de Poste Canada pour atteindre la viabilité financière. Et je crois que c'est possible. Un plan de transformation, donc, qui ne passe pas chez les travailleurs. Oui, c'est pour cette raison, hier, vous en avez parlé, qu'ils ont débrayé, qu'ils ont déclenché une grève générale. Et pour eux, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement de Mike Carney, ça a été reçu comme une douche froide. On écoute la porte-parole du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour la région de l'Atlantique, Lynn Doucet. C'est pitoyable. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement et les dirigeants de Poste Canada font dans le moment? On ne s'attendait pas du tout. Vendredi, on s'est rencontré avec le ministre Laupin. Il a donné aucune qui s'en allait de cette manière-là. La réaction des employés sur les planchers et partout qui nous disaient ça fait pas de sens. Qu'est-ce que c'est que le ministre Laupin nous amène? Malgré le conflit, le syndicat et Poste Canada, Mathieu, ont convenu que les chèques d'aide financière du gouvernement vont continuer d'être livrés. Et de son côté, les dirigeants de Poste Canada, ils accueillent favorablement cette réforme, alors qu'on sait que les négociations avec les postiers là, sont dans l'impasse depuis 20 mois. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. C'est vendredi, on retrouve à cette heure-ci Alexandra Chatzka pour sa chronique sur l'actualité européenne. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. On va revenir ensemble parce qu'il faut absolument reparler de Donald Trump qui a lancé cette bombe diplomatique en disant que selon lui, l'Ukraine est non seulement capable de gagner la guerre contre la Russie, mais même de reconquérir son territoire et sinon plus. Une déclaration qui a semé la consternation des deux côtés de l'Atlantique parce que, rappelez-vous, le président américain disait plutôt que l'Ukraine allait devoir faire des concessions territoriales. C'est ce qu'il disait. C'était une demande de Vladimir Poutine pour en arriver finalement à la paix. Tout ça, Alexandra, dans le contexte où là, on a vu des drones, des avions de chasse russes au-dessus de pays européens. Est-ce qu'on assiste à l'escalade de ce conflit-là? Et pourquoi et comment comprendre, mon Dieu, ce revirement pour Donald Trump de dire va falloir que vous concédiez du territoire à vous pouvez reconquérir, même aller plus loin. Oui, on se demande ce qu'il a mangé, vraiment, Donald Trump, Mathieu. Mais bon, quelques éléments d'explication, parce qu'il y en a plusieurs. Juste avant de cette déclaration, là, il a parlé avec Volodymyr Zelensky. Alors, comme on sait, Donald Trump, le dernier interlocuteur, a toujours raison. Donc, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est tout un changement après la scène humiliante que Zelensky a connue à la Maison-Blanche en février dernier. Plusieurs analystes se demandent si Donald Trump n'a pas eu un rapport secret sur l'état de l'économie russe, qui est vraiment très peu reluisante en ce moment. On le sait, on en parle en Russie. Est-ce qu'il y a eu des informations secrètes qui lui ont fait dire, et là, ils sont au bout de leur force économique, ou est-ce un facteur purement psychologique? Donald Trump n'aime pas être du côté des perdants, on le sait, et Vladimir Poutine est loin de gagner cette guerre, on le voit. La soi-disant puissante armée russe aurait dû gagner cette guerre en 3 jours. C'est loin d'être le cas. Et après,
cette déclaration, il est allé encore plus loin en vantant le courage du peuple ukrainien et de son dirigeant. Il a dit de Zelensky, il lutte comme un beau diable. Alors, visiblement, il a de l'admiration pour Zelensky et là, il l'exprime. Finalement, la Russie ne peut être qu'un tigre en papier, a dit le président américain en utilisant une métaphore russe, une métaphore chinoise, tigre en papier. Mais bon, ne nous emballons pas. À la fin, il a dit quand même « I wish both countries well ». Je souhaite aux deux du bien. Il s'est engagé à rien. Il n'a pas dit qu'il va débloquer des nouveaux crédits, des nouvelles armes pour l'Ukraine. C'est donc finalement les Européens qui vont devoir continuer à aider l'Ukraine. C'est juste peut-être des paroles en l'air, comme disent plusieurs analystes, New York Times, The Atlantic, etc. C'était quand même un revirement spectaculaire. On n'en est pas à un premier changement d'idée de la part de Donald Trump, il faut bien le dire. Mais tout ça, Alexandra, arrive quand même à point au moment où l'Europe est la cible de séries et de provocations sans précédent de la part de Moscou. Mais oui, Mathieu, on en a parlé, des drones, des avions de combat russes qui n'arrêtent pas de violer l'espace aérien de plusieurs pays européens. En 2 semaines, on a eu la Pologne, l'Estonie, la Roumanie et maintenant le Danemark et la Norvège qui sont même pas limitrophes de la Russie. En plus, le brouillage du GPS de l'avion de la ministre de Défense espagnole qui se rendait à une réunion avec son homologue lituanien. Même chose est arrivée à Ursula von der Leyen il y a 2 semaines. Clairement, Poutine teste l'alliance et détourne l'attention du terrain de guerre en Ukraine où ses armées n'avancent pas très rapidement. C'est un message aux Européens, clairement. Occupez-vous de votre propre sécurité au lieu d'aider l'Ukraine. Vous aurez bientôt besoin d'abri chez vous. Et c'est ce qu'a mentionné aussi Volodymyr Zelensky dans son discours. Poutine veut voir jusqu'où iront les armées de l'OTAN. Ça commence à être vraiment dangereux. D'ailleurs, on s'est interrogé là-dessus. Donald Trump n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit l'OTAN, oui, devrait abattre les avions russes qui violent l'espace aérien des membres européens de l'Alliance. Pourquoi pas? Toute cette escalade en Russie, c'est vu comment? C'est accompagné de quel genre de rhétorique? Mais là, les médias russes n'arrêtent pas de répéter, les pays de l'OTAN s'apprêtent à attaquer la Russie. Ils préparent clairement l'opinion publique russe à cette éventualité-là d'un élargissement du terrain de guerre. Il y a 2 semaines, on a pu entendre à Moscou des attaques directes contre la Finlande, par exemple. Nouvel avant-poste du fascisme européen qu'on a écrit dans les journaux russes. D'ailleurs, avant le diable, c'était l'Amérique et maintenant, c'est l'Europe. Clairement, on prépare les Russes à un élargissement de ce conflit. Prochaine étape, un avion russe sera probablement abattu et je peux vous dire que de plus en plus en Europe, on a l'impression d'être assis sur un baril de poudre. Oui, c'est rien de rassurant tout ça. Alexandra Chatzka, merci beaucoup. Merci. Ce qu'on va surveiller, entre autres, aujourd'hui, évidemment, les répercussions de cette grève annoncée hier en fin de journée des employés de Poste Canada en réaction à ces changements que veut imposer Ottawa à la société d'État et également le premier ministre Mark Carney qui est à Londres aujourd'hui où il doit rencontrer les dirigeants du Royaume-Uni, de l'Australie, du Danemark, de l'Espagne et de l'Islande. Valérie Gamache accompagne Mark Carney au Royaume-Uni. On va lui parler plus tard dans nos radiojournaux. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je vais vous retrouver. D'ici là, vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée, bon vendredi, bonne fin de semaine.